Carl Faubert est un fouilleur professionnel. C'est dire que depuis son retour de Corée, où il a servi sous les drapeaux, il exerce à titre de détective privé à Montréal. William Hamilton, un riche industriel, l'avait contacté en lien avec une banale affaire de vandalisme. Pas de quoi fouetter un âne. Pas de quoi non plus payer un détective privé pour traverser des heures de mauvaise route. Mais c'est toujours pareil. Le client paye, Carl exécute. Ils avaient rendez-vous au magasin général. Ça appartenait à son client. En fait, tout le village appartenait à William Hamilton. Quand la route est mauvaise, boueuse ou enneigée, c'est la coutume dans ce coin de pays d'en restreindre l'accès. C'était aussi la coutume de ne pas trop y prendre garde et de passer quand même. Décidément, aucun employé ne se presserait à ouvrir la barrière pour une route qui menait nulle part. Carl devait se débrouiller seul. Il fallait maintenant que Carl remplisse son devoir. Hamilton l'attendait au magasin général. Les populations locales étaient divisées au sujet de William Hamilton. Certains voyaient en lui un philanthrope fortuné au service de l'économie de la région. D'autres le détestaient jusqu'à manigancer contre lui, ce vieil Anglais riche, prêt à tout pour gonfler son industrie. Dernièrement, William Hamilton s'était porté acquéreur de divers commerces locaux et avait mis en branle la réouverture d'une mine, éveillant hurlements de colère et menaces dont la population crie. Pour ce qu'on savait, Carl, plusieurs personnes avaient de grands motifs de s'en prendre à William Hamilton. Jusqu'ici, on n'avait attaqué que sa maison, mais bientôt, pensait Carl, on s'en prendrait aux riches industriels. Carl devait sortir de là. Le froid et la douleur appelaient des soins de toute urgence. Le chauffeur avait déguerpi. Il fallait tout de même fouiller, ne rien laisser au hasard. Carl avait besoin d'assistance. C'était une petite boîte verrouillée sur laquelle se lisait, gravé finement, WH. Carl songea à la prendre. Il ne fallait rien laisser au hasard. Carl n'était pas du genre à se plaindre. Ce ne sont pas des petites blessures qui arrêteraient son enquête. En pleine campagne, il restait à espérer qu'un garage abandonné ou une fermette borde la route. Sa survie en dépendait. Voilà mieux qu'il ne pouvait l'espérer. Carl Faubert s'en sortirait une nouvelle fois, en route pour de plus grandes aventures. Étendu sur quelques hectares de forêts vierges, de caribous bramants, de neige éternelle et de lacs inviolés, la région de Manastan n'était pas faite pour les touristes. Elle abritait depuis des millénaires, disait-on, des populations cries et depuis l'ère industrielle, des mines de métaux. Carl n'eut aucun mal à reconnaître son employeur. Il avait été assassiné. Il ne fallait pas être détective pour le constater. Mais il fallait être détective pour noter que le tueur se tenait tout près, que le coup avait été porté sans que la victime ne se défende.
Karl sentit alors un frisson le traverser. Une peur effroyable l'envahir. Si Hamilton était mort, qui allait donc le payer? Que devait contenir cette enveloppe? Karl était interloqué. Il reconnaissait l'adresse. C'était là, disait-on, que le service secret du Canada avait sa boîte postale. On aurait dit qu'une explosion avait soufflé dehors. Karl se souvint, non sans courage, de ses cours de survie dans la nature. Les loups, jamais, n'approchent les lieux habités. À moins que ce ne soit les ours. Karl était habitué aux choses étranges. Mais une glace comme ça, comme un iceberg sorti du sol, il n'en avait jamais vu avant. Des empreintes? Karl avançait de surprise en surprise. Était-ce un défaut de l'appareil ou une piste à suivre? Le magasin et ses alentours n'avaient pas livré tous leurs secrets, pressentait Karl. Habitué à surprendre les époux de clientes en flagrant délit d'adultère, le Polaroid était depuis longtemps le fidèle allié de Karl. Il a toujours un portrait à croquer de toute manière. Qu'est-ce que c'est que ça? S'étonna Karl. Ça ressemblait à un homme fossilisé dans la glace. Soudain, ce fut comme si Karl s'évanouissait dans un monde de rêve. Il se sentait sombrer dans une dimension froide, où tout échappait à son contrôle. On aurait dit un journal de chasse, de véritables notes de guerre. À quoi rimaient donc ces chiffres gravés dans le métal? Une nouvelle piste s'ouvrait soudainement devant Karl. Karl eut cette impression qu'on a lorsque les mains gelées on les plonge sous l'eau chaude. Que s'était-il passé? Un fait demeurait. Il savait maintenant que le pauvre homme tétanisé dans la glace était le tenancier du magasin général, Gilles Lachance. Il fallait avoir quelque chose d'urgent à faire pour laisser son camion comme ça au travers de la route. À voir le registre, on dirait bien que tout le village vivait grâce au crédit du magasin général. Karl vit là plusieurs bonnes gens qu'il voudrait bien visiter. La barre à clous était coincée sous le chariot. Même en mettant tous ses muscles à profit, Karl ne pouvait espérer la tirer de là. Karl pouvait enfin mettre la main sur la barre à clous, ce dont il ne pouvait vraiment se priver. On a toujours besoin d'une barre à clous. Karl sut tout de suite où trouver ce furieux Gilles Lachance. Une bonne enquête devait assurément commencer par là. On gelait. Le froid prenait directement dans la moelle. La glace une nouvelle fois s'était abattue. La femme semblait figée là pour l'éternité. Karl ressentit un picotement de froid dans son dos. Une autre vision l'envahissait. Quelque chose se cachait sous l'escalier.
L'homme attrapait sa carabine. Carl ressentait sa peur. Peut-être que le couple était en froid. Il y avait beaucoup de cachotterie dans cette maison. Carl sentit le froid reculer et revint à la réalité. Les lieux semblaient en transition, c'est-à-dire dans le plus profond désordre, presque inhabitable. Un vrai chantier. Beau portrait de Gilles et Gisèle, retenus par les chaînes de l'amour conventionnel. Carl n'avait pas besoin d'en appeler à ses dons de détective pour deviner que les Lachance venaient à peine d'emménager. Les boîtes fraîchement débarquées en témoignaient. On n'avait jamais pensé qu'il danserait avec lui. Carl continuait malgré ses égratignures. Sa mère serait vraiment fière de lui. La piste était fraîche. Ça faisait peu de temps que la voiture s'était enlisée. Où diable pouvaient être passés les propriétaires? On avait joué de l'arbalète, qui est un jouet dangereux. Ça peut crever les yeux, ça peut crever les pneus. Ça peut vous tuer un homme si c'est bien décoché. On aurait échappé ça dans la fuite. C'est vers là qu'on courait, dans les bois. Carl se sentait comme un chasseur sur les traces d'une proie. C'était la maison canadienne classique, mais sans la flopée d'enfants qui y grouillaient normalement. Il n'y avait ici aucun vêtement, comme si les rois étaient partis avec toute leur garde-robe sous le bras. La maison semblait figée dans l'hiver. On dirait bien, à tendre l'oreille, qu'il n'y avait personne. Les braises étaient tièdes. Il y avait peu de temps, quelqu'un entretenait le poêle. C'était le reçu pour un travail de misère. Alexandre Blais se fendait en quatre et fendait du bois pour le compte de Cloutier et Fils. Une fenêtre ouverte par un froid pareil. Mais qu'est-ce qu'il fallait guetter comme ça? La clé ressemblait à une clé de cadenas. Et il y avait une inscription dessus. Ça disait « Cloutier et Fils », comme une compagnie. Il s'agissait de garder l'œil ouvert. Les entreprises n'étaient pas légion dans le coin.
bonhomme. Je m'attendais pas à ce qu'un étrange retontisse par ici. Moi te dire, je prends plus de chance depuis que ça rôde dans ce bout-là. J'ai ma carabine au bout du doigt, et puis bang, 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 si ça s'approche. Si tu veux du linge chaud, parce que t'es habillé comme un gars de la ville, je dirais pas non à une bonne bouteille de caribou. Puis tu pigeras ce que tu voudras parmi mes guenilles. Mon beau bonnet du beau temps. Puis ma ceinture, parce que je glissais mon temps. Le monde Il devrait exister une loi pour interdire aux docteurs d'être malades. Malgré la bonne volonté du docteur Beaupré, la place ressemblait peu à un cabinet de médecin. Au premier coup d'œil, ça pouvait être aussi bien un atelier de couture. Le bon docteur avec sa belle épouse. C'était le portrait classique du parfait bonheur. Karl reconnaissait cette femme, ce regard mélancolique. La voiture qui l'avait frappé en trombe à l'entrée du village, c'était donc le docteur Beaupré. Un manifeste communiste. Il y a peu d'années de cela, ce type d'allégeance pouvait valoir la prison. Et encore à l'époque, les pays de l'Occident libre montraient les dents contre l'ennemi soviétique. Pourquoi donc le docteur possédait un tel livre? Quelqu'un avait perdu ici quelques litres de sang. Karl songea à un accident dans la forêt, une main de bûcheron taillée à l'acier, ou une chasse à l'orignal qui tourne mal. Dans tous les cas, le propriétaire de tout ce sang ne devait pas être allé bien loin. Peut-être même était-il allé directement dans sa tombe. Ça avait plus à voir avec une porcherie qu'avec une maison. Ça sentait le lait caillé, les alcools d'alambic et le chou-fleur bouilli. Le rock venait corrompre les esprits jusqu'aux confins du monde. Par chance, le bonhomme n'avait pas de tourne-disque. Régent Blouin. C'est comme ça qu'il s'appelait, le cochon de ta place. Il y avait juste un fou pour préparer son whisky blanc dans sa maison. Il risquait de crever 10 fois par jour, intoxiqué par les relents d'alcool. Karl savait maintenant comment abreuver le vieil ivrogne. Les gens dans le coin protégeaient leur bout de rue comme un chien défend sa bande fontaine. Une autre inquiétante victime des glaces, qui, celle-là, paraissait pétrifiée au cœur de l'action. Le pauvre homme, avant de se glacer, semblait défendre l'entrée de son chalet. Mais contre quoi? Il devait y avoir là quelque chose de bien important pour que l'homme se donne la peine de le cacher. Mais Karl ne voyait pas trop comment l'atteindre. C'était un bidule bizarre, entre la passoire et le séchoir de coiffeuse. Ça servait à quoi?
Jouer au télépathe? Se protéger contre les ondes nucléaires? C'était une machine à la forme insolite, assez inspirée de l'architecture de Star Trek pour qu'on craigne que l'objet ait pour but de voyager dans l'espace. En se fiant au plan, Carl supposait que les pièces du bolide étaient éparpillées dans les alentours. Si quelque esprit intrépide pouvait mettre la main sur les matériaux manquants, Carl aurait été prêt à parier que le vaisseau aurait su s'envoler. Des machines comme celle-là demandaient sans doute une finesse intellectuelle qui échappait à Carl. Carl reconnaissait la carte de l'endroit, mais que désignaient les punaises? Correspondait-elle à quelque endroit sur sa propre carte? Carl n'avait jamais pensé qu'il danserait avec lui. Le sang et la forme du trou ne laissaient aucune place au doute. On avait enterré quelqu'un à cet endroit. Quelqu'un arraché violemment à la vie. Où se trouvait maintenant le cadavre? Pourquoi avait-il été enterré ici, puis déterré ensuite? Carl marchait en plein brouillard. La grosse antenne, idéale pour communiquer avec les petits hommes verts, était plutôt agaçante comme ça au milieu de la route. Il devait exister derrière un levier pour lui permettre de laisser le chemin libre. Mais comment donc l'atteindre, se demandait Carl. Toutes ces bornes formaient ensemble un circuit électrique. Mais pourquoi? Voilà où se cachait la clé de la génératrice. Il restait juste à l'atteindre. Sésame, ouvre-toi. La précieuse, enfin. Tant d'efforts pour un bout de métal. Carl sentait sa mission accomplie, le démoniaque nectar sous le bras. Critique de mon caribou pour revenir de même. Ah, quand on cherche, on trouve. Parce que je t'aime bien, Astor, je vais te dire quelque chose. Tu fais bien de prendre ma pénice. Parce que par là-bas, tu vas rencontrer le vrai froid. Un froid qui glace comme t'en as jamais connu dans ta vie. Le manteau, par bonheur, protégerait Carl des dents glaciales. Le hasard laissait traîner de belles planches solides sur le sol.
Encore une fois, la glace magique avait frappé. Que faisait-il, celui-là, ainsi terrorisé sur le sol? Le mystère s'épaississait comme la glace. Le froid envahit Karl. C'était comme s'il s'évanouissait. Il tomba dans une sorte de rêve. Il fuyait alors avec grand-peur une chose qui s'approchait, contre laquelle il ne pouvait rien, pour finir ainsi terrorisé et gelé. On dirait bien que Régent était prêt à prendre les armes et à pourfendre des gens comme Hamilton. Avait-il même commis un meurtre pour le compte de sa révolution? Qui donc avait été tué devant ses yeux? Karl se sentit tout à coup épié. Une présence autour de lui commençait à l'inquiéter. Aucune pierre ne résiste au souffle de la dynamite. L'arme du crime. Qu'est-ce que ça fait là? Se demanda Karl. Hamilton devait vouloir garder bien secrètement une information pour ainsi poster une clé. Ça ne lui a pas porté chance. Tout s'éclairait. Le pauvre Hamilton avait été interrompu dans sa dénonciation. Il avait cru bon de tout verrouiller, d'envoyer la clé à son correspondant et de mettre la boîte à la poste plus tard. Habile, mais pas assez. Voilà où s'amènent les gens ordinaires de jouer aux espions. On ne tue pas un riche patient pour faire la révolution. Cette histoire ne tenait pas debout. Il fallait creuser, fouiller, comprendre. C'était justement la spécialité de Karl Faubert. C'était une cabane typique, de celles qui peuplent les légendes québécoises. Les bûcherons s'en servaient pour se reposer, et 2 fois par jour, c'est là qu'ils réchauffaient la soupe au pois. Qui abandonne une partie d'échecs en si bon chemin? Il manquait seulement un déplacement pour signer la victoire. Il y avait bien eu une présence récente dans le dortoir, la nourriture en témoignait. Et on était parti sans amener sa valise. C'est qu'on comptait revenir sans doute. Les traits d'arbalète avaient la même origine. Il n'y avait pas de doute pour Karl. Qui était-ce? Et surtout, que chassait-on ainsi? Il ressentit le froid habituel. Karl le savait, il sombrait dans une vision. Karl connaissait bien ces images flottantes. Se demandait cependant ce qu'elles pouvaient bien lui vouloir. L'esprit s'en alla vers la forêt, comme libéré. Karl, c'est vrai, connaissait son histoire maintenant. Un autre esprit déguerpissait vers les étendues sauvages. Karl connaissait son histoire à celui-là aussi. Les esprits semblaient soulagés dès lors que Karl avait constaté leur drame. En voilà un autre qui se libérait.
Le dernier esprit, si seul jusque-là, s'en alla rejoindre les autres dans la noirceur de la forêt. Karl comprenait confusément l'horreur qui avait frappé ce village. Il comprenait que les morts s'y amoncelaient et qu'un seul homme comme lui ne pourrait pas tout régler. Le chemin lui était ouvert. Il devait pousser vers le nord, au plus vite, pour trouver des secours. Un autre journal. Karl sentait que quelqu'un tentait de communiquer avec lui. À moins que ce ne soit que le fruit du hasard. Karl concevait de plus en plus que ce ne pouvait être une chasse normale. Le gibier qu'on traquait à l'arbalète était féroce, car jamais le tireur ne semblait s'en approcher. Qu'était-ce donc? Karl tenait l'essentiel. Il devait reprendre la route. La place avait été habitée moins de 24 heures plus tôt. De son œil de détective, Karl pouvait même dire qu'ils étaient deux. Deux bons gaillards, à l'odeur forte et sauvage de ceux qui ont peur. Ils étaient deux, pas de doute là-dessus, raisonna Karl. Une couverture pour chaque comparse. La veste était encore mouillée. Le pauvre homme s'était baigné peu de temps auparavant. Et à en croire le relevé de paye, le pauvre homme, c'était le dénommé Alexandre Blais. Il aurait dû avoir un fusil là-dessus. Le propriétaire était peut-être pas très loin. Karl se demandait s'il devait endurer encore longtemps le froid qui lui piquait la peau. Deux autres pauvres victimes de ce mal de glace. Karl sentit un frisson le parcourir. Et s'il était le prochain? Karl se sentit aspiré violemment par le torrent d'une vision. Une jeune femme. On aurait dit un bête accident de chasse. Et voilà Hamilton. Karl pouvait le reconnaître. Un grave accident de chasse. La jeune femme a été examinée par le docteur. Mais on ne pouvait pas renverser la fatalité. Elle était morte. Ce n'était pas le genre de corps qu'on enterre en grande pompe dans le cimetière du village. Il fallait le cacher aux yeux de tous. Il fallait cacher la faute commise. Rien de tel pour ça que de faire enterrer la pauvre fille par un pauvre d'esprit, le mécanicien Lamotte. Le docteur refusait la mort injuste de la jeune femme. Mais Hamilton le tenait sous sa poigne de fer. Hamilton connaissait tous les secrets de ce poète mélancolique, et il n'hésiterait pas à les révéler. « Je connais tes crimes, jeune communiste, tu connais les miens. Quelle histoire sordide !»
Karl comprenait les rouages du drame. On avait tué une femme dans le plus injuste des accidents, et un jeune guerrier se donna pour la venger. Mais Hamilton, le grand meurtrier, avait déjà été tué. Le monstre ne savait plus comment assouvir sa vengeance. Maintenant, pauvre imprudent, Karl avait tiré le carreau du cœur de la bête. Cette bête qui n'était qu'un jeune homme gris, auquel on avait soustrait la fiancée et qui, par haine, devint Wendigo. Les 3 passages le sauvegardaient. Mais pour combien de temps? Disparition est celle de la pureté. Je défendrai la pureté contre vents et marées, contre glaces et blizzards. Se pourrait-il que ce ne soit que cela, une histoire de justice et de vengeance? Le docteur mélancolique qui voit dans cette jeune fille assassinée la mort injuste de sa fiancée, qui venge cette jeune fille comme si elle avait été l'élue de son cœur. Ne sont-ce pas précisément ces grands sentiments passionnels qui peuvent faire s'élever une tempête, se glacer les êtres, faire naître des monstres?
Un survivant! On a trouvé un survivant!